Ok, alors bienvenue dans cette prochain atelier. On va voir ensemble une autre chose en fait. Cette fois-ci, on va parler de l'avenir d'Internet qui passe par la décentralisation. Mais avant cela, on va reprendre un petit rappel sur les différents réseaux. Souvent, on utilise Internet, on est bien content de ce super service, mais on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Donc, je vais essayer de faire simple et de résumer avec une petite explication. Alors déjà, à votre avis, à quoi ressemble Internet? Est-ce que c'est un réseau centralisé, décentralisé ou un réseau distribué? En fait, vous avez raison, mais c'est une composition des trois types de schémas, parce qu'en fait, tout dépend du protocole utilisé. Un réseau, c'est un ensemble de nœuds qui peut être lié deux à deux. Un chemin sur un réseau est une suite de liens permettant d'aller d'un nœud à un autre. En informatique, les nœuds sont des ordinateurs et les liens des câbles réseau. Le réseau Internet a été conçu de façon décentralisée. Il peut exister des liens entre n'importe quelle paire de nœuds du réseau. Mais les grandes plateformes capitalistes d'aujourd'hui, les GAFAM, pour Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, que l'on connaît bien, ont recréé artificiellement un modèle de réseau centralisé par-dessus le web pour se rendre indispensable. Forcer les échanges à passer par elles et ainsi tirer profit de nos données. En opposition à ce modèle, se sont développées des plateformes alternatives acentrées, donc dans lesquelles il n'y a pas de centre, basées sur des logiciels libres tels que Peertube ou Mastodon, respectivement des alternatives à YouTube et Twitter. Dans un réseau fédéré, il y a des nœuds un peu spéciaux. Ce sont les serveurs qui font tourner une instance du logiciel pour plusieurs utilisateurs. Ces nœuds sont appelés des instances. Comme le logiciel est libre, n'importe qui peut faire tourner une instance sur son nœud et la connecter aux autres instances pour ainsi permettre à ses utilisateurs d'échanger avec le reste du réseau. Avec le modèle fédéré, aucune instance ne peut se rendre indispensable et contrôler le réseau. Cela reste en tout cas vrai tant qu'il n'y a pas d'instance incontournable car trop grosse, en termes de nombre d'utilisateurs. Donc dans le schéma, vous avez bien compris, les serveurs, hop, il y a un serveur, plusieurs nœuds connectés autour. Le schéma peut être utilisé pour différentes choses. Donc ça peut représenter un ordinateur qui se connecte à un serveur et les serveurs communiquent entre eux. Donc voilà. Mais alors, pourquoi décentraliser? Déjà, cette année particulièrement, YouTube, Facebook et Twitter censurent tout ce qui va à l'encontre de leur ligne éditoriale. La décentralisation permet d'éviter cette censure. À l'heure de la guerre de l'information, pour un journaliste, diffuser une information neutre et vérifiée sans pouvoir être censuré par une plateforme devient une nécessité. Et donc, ces dernières années, on a vu fleurir sur Internet des alternatives décentralisées face aux outils gérés par les GAFAM. Nous allons voir quelques exemples de censure. Par exemple, YouTube, quand il y a des vidéos qui ne rentrent pas dans sa ligne éditoriale et qui dérangent, il va modifier en fait le compteur de vues. Donc on aura une impression qu'elle aura été vue un certain nombre de fois, mais alors peut-être ce nombre sera bien moins important que ce que ça peut être le cas vraiment. Il y a d'autres vidéos et chaînes qui ont été censurées par YouTube cette année. Donc c'est dû certainement à l'actualité du Covid. Ces gens qui parlent de... En fait, toutes les vidéos qui mettent en évidence les liens entre la 5G et la vaccination, avec un nombre important de vues. Donc on peut penser à un complot ou à des complotistes, mais en fait il y a aussi un travail de réinformation. Donc parfois il faut écouter ce que les gens ont à dire, se faire son propre avis par rapport à ce que la personne a à dire, plutôt que la perception d'une autre personne qui va critiquer ce que cette personne dit, qui peut être bon ou mauvais. Donc par exemple, concrètement, bon alors c'est peut-être pas représentatif, hein, peut-être que YouTube censure sur d'autres domaines aussi, ça c'est à vérifier. Mais en tout cas, cette année, il y a les chaînes de Jean-Jacques Crèvecoeur, L'Info en question, Sylvano Trotta, Radio-Québec, Sud Radio, Demosophie, David Icke, London Real. Donc parmi ceux-là, beaucoup de vidéos qui ont été supprimées.
La chaîne de Jean-Jacques Revker a carrément été supprimée complètement pendant plusieurs semaines. YouTube, actuellement, avec les élections américaines, a fermé 12 chaînes qui sont pro-Trump. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de liberté d'expression dans le sens du terme. Et un exemple que je voulais prendre avec vous, c'est la censure de Radio-Québec. Donc il y a un article que je vous laisserai lire qui prend en fait un exemple et qui est très intéressant pour, en tant que journaliste, un petit peu comprendre derrière tout cela, qu'est-ce qui se passe vraiment. Une autre manière que YouTube utilise pour censurer, c'est avec les commentaires. Donc en fait, par exemple, sur ce lien-là, vous irez voir, c'est un utilisateur de YouTube qui dit « Mes commentaires sont invisibles aux autres utilisateurs de YouTube. Je me demandais pourquoi mes commentaires restaient sans réponse jusqu'à ce que je remarque que mes commentaires disparaissent lorsque je me déconnecte de mon compte Google et réapparaissent lorsque je me reconnecte. Ils ne sont donc visibles que pour moi. Les autres ne peuvent pas les voir. » Donc face à cela, depuis plusieurs années, il y a une association en particulier qui a beaucoup avancé dans ce domaine pour dégoogliser Internet, donc pour redonner du poids aux petits acteurs, pour ne pas qu'on ait tous les œufs dans le même panier, comme on l'a lu dans l'intro, pour que nos données ne se retrouvent pas aux mains de quelques multinationales. Donc en fait, Framasoft, c'est un réseau dédié à la promotion du libre et en général du logiciel libre en particulier. Ils ont lancé de nombreux services et projets innovants qu'ils ont mis librement à disposition du grand public. C'est soutenu par une communauté de bénévoles qui est soutenue par une association d'intérêt général. Et en fait, c'est vraiment une invitation à bâtir ensemble un monde de partage et de coopération. Donc, je vous le montre rapidement, le site Dégooglisons Internet qu'ils ont lancé depuis 2014. En fait, ils présentent les différents services qu'on a l'habitude d'utiliser du côté gauche et à droite des recommandations plus libres qui permettent un petit peu de s'évader de ces plateformes. Donc il y a pour tous les goûts, il y a pour paiement en ligne, réduction d'URL, les marque-pages, les moteurs de recherche, pour la bureautique, et ainsi de suite. Ils passent en revue beaucoup de services qui sont très pratiques. Donc je vous laisserai voir ça tranquillement. On va en prendre quelques-uns en détail. Donc par exemple, je vais vous présenter Mastodon, qui est une alternative libre à Twitter. On peut écrire plus de 140 caractères, on peut faire des messages qui ont 500 caractères. C'est un réseau social qui est décentralisé, qui est organisé comme une fédération. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas de centre, il n'y a pas Twitter qui censure la plateforme. Enfin, Twitter fait sa censure sur sa plateforme, mais Mastodon ne peut pas, puisqu'en fait, c'est chaque instance qui est régie par un utilisateur qui gère la technique, et toutes les instances entre elles sont fédérées. On a la possibilité d'héberger son propre Mastodon pour parler à tous les utilisateurs de toutes les autres instances. Chaque instance a ses règles et peut choisir d'être privée ou de communiquer avec les autres. Donc personne ne contrôle Mastodon à part les utilisateurs. En avril 2017, le réseau connaît une forte croissance et en novembre 2019, il atteint 2,2 millions d'utilisateurs. Alors c'est peut-être pas grand-chose comparé à Twitter qui en a 300 millions, mais au moins l'alternative existe et on peut l'utiliser tranquillement. Donc voilà comment ça se présente. On peut cliquer Get Started ici et choisir en fait la catégorie avec la communauté qu'on veut rejoindre. Donc par exemple journalisme, il y a une plateforme, on peut rejoindre, voilà, et s'inscrire sur cette plateforme-là. Voir ce qui se passe, on regarde les différents flux. Donc voilà, il y aura dans toutes les langues, ça c'est vraiment ouvert à tous. Et si on veut lire un article, par exemple celui-là, ça se présente un petit peu comme Twitter, vous l'aurez deviné. Et en fait, rapidement, il y a eu des instances japonaises qui ont vu le jour. En France, il y a la Direction interministérielle du numérique qui a lancé sa propre instance, réservée aux agents publics de l'État français, créant ainsi la première utilisation du réseau par un gouvernement. Et puis, en 2019, Mastodon a connu une très forte croissance en Inde.
suite à la suppression du compte Twitter du juriste Sanjay Edge, qui a suscité la polémique, ainsi que par des révélations selon lesquelles Twitter modérerait uniquement les comptes des castes inférieures. Alors on va passer maintenant à Nextcloud, qui est aussi une plateforme de collaboration de contenu qui est la plus performante du secteur. Elle combine la commodité et la facilité d'utilisation de solutions grand public comme Dropbox et Google Drive que tout le monde connaît, avec les besoins des entreprises en matière de sécurité, de confidentialité et de contrôle. Nextcloud se fédère avec d'autres instances Nextcloud. Par exemple, j'utilise mon instance et vous utilisez votre instance et entre nous, on peut s'échanger des fichiers, on peut se partager des contacts. Donc, on va juste parcourir rapidement le site pour voir la démo qu'il propose. Donc, vous allez sur l'onglet démo. Ici, vous avez une version d'essai. Alors, hop. Bon, ben désolé, ça ne marche pas ici, donc on va passer à la suite pour ne pas perdre de temps. Donc maintenant, PeerTube qu'on a vu en introduction, c'est une plateforme de diffusion vidéo fédérée. Donc ça utilise le module ActivityPub et le module P2P, donc le BitTorrent, directement dans le navigateur web. L'ambition de PeerTube, c'est d'être une alternative libre et décentralisée au service de diffusion de vidéos. Donc on peut le voir ici. C'est quoi PeerTube? Donc ils ont fait des super vidéos explicatives. Leur but, ce n'est pas de remplacer, mais de proposer quelque chose d'autre, avec des valeurs différentes, en parallèle de ce qui existe déjà. PeerTube n'est pas pensé pour créer une énorme plateforme centralisant les vidéos du monde entier. Il s'agit plutôt d'un réseau de nombreux petits hébergeurs vidéo, connectés les uns aux autres. Avec le protocole de fédération ActivityPub, il est possible de suivre un utilisateur PeerTube depuis Mastodon, en affichant dans son fil d'actualité les dernières vidéos postées par le compte suivi, ou même de commenter une vidéo hébergée sur PeerTube directement depuis Mastodon. PeerTube n'est soumis au monopole d'aucune entreprise, ne dépend d'aucune publicité et ne vous piste pas. Mais surtout, PeerTube vous considère comme une personne et non pas comme un produit qu'il faut profiler et enfermer dans des boucles vidéo. PeerTube n'utilise par exemple aucun algorithme de recommandation biaisé pour vous faire rester indéfiniment en ligne. Tout cela est possible car PeerTube est un logiciel libre. Donc pour rejoindre, vous l'avez compris, vous pouvez choisir votre instance. Donc vous choisissez suivant les thèmes et en fait il y aura une liste de différentes instances proposées. Donc si vous voulez être vidéaste et vous avez des vidéos à héberger, vous pouvez choisir de grosses instances qui permettent de mettre au moins 50 Go. Ici, on va voir celle-là. Il y a 7 abonnés à cette instance. Donc ça se présente comme ça. Et vous pouvez, donc à propos, voilà, et vous pouvez créer votre compte et envoyer vos vidéos dessus. Et donc elles ne seront pas censurées par YouTube, puisqu'il n'y a pas de YouTube qui va dicter ces règles. Donc, on l'a vu ici, un petit rappel. Facebook est centralisé, donc c'est lui qui décide du contenu qui est hébergé sur sa plateforme, ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Les réseaux fédérés, donc on l'a vu, Nextcloud, PeerTube, Mastodon, ce sont des réseaux fédérés, puisqu'on peut avoir chacun son instance sur différents serveurs. Et peer-to-peer, donc ça c'est encore une technologie intermédiaire de transmission de liens direct à direct. Donc si moi je veux vous envoyer directement une vidéo sans passer par aucun intermédiaire, je vais utiliser un logiciel de transfert peer-to-peer qui va faire envoyer le fichier de mon ordinateur à votre ordinateur directement. L'inconvénient, c'est qu'il faudra être connecté au même moment. Donc avec ça, Framasoft a continué après sa phase de campagne dégooglisons Internet. Ils ont lancé les chatons. Donc les chatons, c'est l'acronyme de collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. C'est un collectif qui vise à rassembler des structures proposant des services en ligne
éthique et décentralisée, afin de permettre aux utilisateurs de trouver rapidement des alternatives respectueuses de leurs données et de leur vie privée aux services proposés par les GAFAM. Chaton est un collectif initié par l'association Framasoft en 2016, suite au succès de sa campagne Dégooglisons Internet. Donc, je vais vous présenter quelques-uns de leurs outils. On va juste fermer un petit peu tout ça. Voilà, donc par exemple, vous voulez rédiger un document à plusieurs, vous avez un rapport à rendre. On va créer une instance, un pad de test. Donc voilà comment ça se présente. Vous pouvez prendre ce lien, le copier et l'envoyer à votre ami qui lui va charger la même chose. Donc sur le pad, on va prendre tout le texte, on va le supprimer et on va écrire bonjour, rapport top secret par exemple. Et là, l'autre personne pourra compléter en fonction de ce qu'il aura à mettre. Donc on peut rédiger en même temps différentes sections et se corriger les uns les autres, etc. Voilà. Après, vous avez possibilité d'exporter. Donc là, on voit la liste des utilisateurs connectés. On peut partager le lien. Et puis, si je retrouve où c'est ici dans Paramètres, il y a d'autres options. Allons prendre ici. Voilà. Vous pouvez mettre en favori. Non, en favori, c'est-à-dire que vous êtes content de votre révision, vous pouvez la mettre en favori et ensuite revenir aussi dans le temps. Donc ici, vous avez une barre de temps et vous pouvez voir chaque modification caractère par caractère. Voilà. Et vous avez un chat intégré qui permet de discuter avec ceux qui sont connectés sur le pad en même temps. Maintenant, on reprend ici. Vous avez un module de visioconférence. Donc ça se présente de la même façon. Vous prenez le lien, vous le partagez à votre autre personne. Hop. Alors je ne vais pas pouvoir partager la caméra deux fois, soit ça sera sur l'un, soit sur l'autre. Hein. Ouais, donc on va reprendre. Donc vous le ferez chez vous, mettez la vidéo en pause et puis essayez de vous connecter à plusieurs et vous verrez que vous pouvez échanger en fait. Et donc cette plateforme, il n'y a pas de censure non plus, vous pourrez échanger de manière sécurisée. Et ça va même plus loin parce qu'il y a des belles options. Par exemple, voilà, vous avez le chat bien sûr. Mettez un pseudo, par exemple moi je vais mettre Jean. Donc voilà, il y a ça. Après, vous pouvez lever la main. Vous pouvez partager votre écran. Bon là, ça va pas être très... Voilà, si j'ai une application, je vais partager mon écran pour dire que j'ai besoin d'aide par rapport à ce niveau-là. On arrête le partage. Et puis encore d'autres possibilités de mettre comme ça. Et sinon, vous pouvez aussi partager une vidéo YouTube que vous pouvez regarder à plusieurs. Et il y avait encore une autre chose. Vous pouvez même enregistrer en direct, faire la diffusion en direct. Voilà. On va s'arrêter ici pour celui-là. Ça enferme aussi. Maintenant, vous avez aussi un module prise de rendez-vous. Vous pouvez créer un sondage. Par contre, ici, il faudra s'inscrire.
Partagez le sondage à tous vos amis pour faire un sondage, bien sûr. Ici, vous avez un tableau collaboratif. Donc en fait, c'est une feuille Excel partagée. Donc ça évite que Google héberge les données. Là, c'est un serveur indépendant. Et là aussi, vous pouvez faire, par exemple, même plus simple, un formulaire d'inscription. Nom, prénom, inscrit, règlement. Donc voilà, vous partagez le lien aux personnes qui vont participer et vous leur dites de ne pas supprimer les autres lignes, mais juste de remplir. Voilà, on va mettre ici, voilà, inscrit oui, réglé oui. Et ainsi de suite, chacun pourra rajouter sa ligne. Ensuite, autre chose. Partage de fichiers. Donc, par contre, ici, celui-là, c'est que sur 7 jours. Alors, une petite astuce. Ils ont plusieurs instances. Donc, si on clique Autres instances, vous allez voir que, en fait, on peut partager avec toutes ces instances. Et on les retrouve quand on fait la petite flèche. On change d'instance. Donc, ici, c'est une autre. Qui s'affiche différemment. Et par contre, il ne donne pas la durée. Alors, Framasoft. Eux, ils ont jusqu'à 60 jours. Donc après, tout dépend. Chacun a différentes règles suivant les instances. Comme vous le voyez, ce n'est pas la même. Donc c'est chaque fois une plateforme différente. Mais le principe de partage de fichiers, c'est la même fonctionnalité qui est présentée. Partage d'images, donc là aussi c'est juste pour les images. On peut partager sur plus de temps que les fichiers de tout à l'heure. Voilà. Donc avec ces différentes choses, donc il y a aussi un tableau de post-it. Je vous fais rapidement la démo. Celui-là, il est très intéressant. Vous pouvez rajouter en fait des post-it comme ça. Et ici, vous pouvez partager votre tableau en différentes parties. To do, en cours, par exemple. Et voilà. Donc ici, vous dites acheter le pain. C'est fait. OK. Créer une web radio. C'est encore en cours. Et ainsi, vous pouvez partager le post-it à une autre personne avec qui vous travaillez. Et vous l'aurez compris, il peut lui aussi prendre la sienne et écrire ce qu'il a à faire. Rédiger un article de blog. Voilà. Donc ça c'est très intéressant. Autre chose. Le raccourcisseur de liens. Donc vous avez souvent des plateformes payantes comme Bitly. En fait, il y a énormément de plateformes gratuites, comme ici. Bon, là, il y en a 3 déjà. Si vous prenez Infini, vous mettez votre lien. Par exemple, vous avez un lien de Zoom à partager. Vous l'appelez Zoom sur Web Radio, par exemple. Et ça fait que vous partagez ce lien-là. Et la personne qui ira dessus sera redirigée sur l'autre Zoom. Voilà. On reprend. Qu'est-ce qu'il nous restait encore à voir? Partage de texte sécurisé. Donc ça c'est un peu différent du pad. C'est plutôt pour écrire un texte.
Vous pouvez choisir de le faire expirer d'une façon ou d'une autre. Vous choisissez votre durée. Effacer après lecture, donc c'est un petit peu à la James Bond, ça va se détruire. Autoriser la discussion pour les gens s'ils veulent réagir derrière. Et le format, vous pouvez aussi mettre un peu plus, donc texte brut c'est vraiment brut, Markdown il y a un peu plus de fonctionnalité. Alors on va le faire ici, ce texte est en gras, vous mettez 2 étoiles. Pour les titres, normalement vous mettez titre 2, envoyer. Donc on copie-colle ce lien-là, on le partage à notre ami, et voilà, il peut le lire pour 23 heures encore avant qu'il s'autodétruise. Et s'il veut répondre par un commentaire, il peut mettre un pseudo ou pas, et il poste son commentaire. Ça fait que si on retourne ici sur le lien, on pourra voir le commentaire ici. Voilà, on passe à la suite. Donc on a vu un petit peu tout cela. Donc pour revenir aux outils, il y a une autre plateforme qui s'appelle CryptPad, qui est un petit peu dans le même genre de choses que l'on vient de voir, avec en fait la particularité que tout le contenu qui est stocké dans CryptPad est chiffré dans le navigateur avant d'être envoyé par Internet. Donc personne ne peut accéder à vos données sans donner les clés. Là, ce qui est un petit peu mieux, c'est qu'on peut créer un compte, on peut s'inscrire. Alors je vous montre juste la partie texte, comment ça se présente. Donc voilà, il y a déjà plus de possibilités ici de mise en forme. J'écris mon rapport. Hop. Qui veut m'aider? Donc si vous étiez là en même temps que moi, et je vous partage le lien, ici, on pourrait être à 5, à 10, à se connecter en même temps, et puis chacun écrit une partie du rapport, la partie 1, la partie 2, et ainsi de suite. Est-ce que ça vous donne des idées de possibilités? Alors je sais qu'en Afrique, l'Internet, c'est pas toujours ça, c'est limité avec les données, mais est-ce que dans le cadre du travail, est-ce que ça peut se mettre en place? Est-ce que c'est des outils qui peuvent vous être utiles? Essayez de voir avec vos responsables. Donc voilà, donc il y a les pads, hein, on l'a vu, et c'est un peu à la Google Doc, sauf que tout le contenu des pads est chiffré sur votre ordinateur avant de partir être stocké sur le serveur. Donc en fait, ça ne sera jamais en clair sur le serveur, ça sera toujours chiffré. Ceux qui ont fait le CryptPad ne savent pas ce que vous avez mis dans vos documents. Tandis que sur Google Doc, tous les documents que vous mettez, Google s'en sert pour faire de l'espionnage industriel, de tous les rapports des gens qui collaborent avec cet outil-là. Et c'est comme ça qu'ils peuvent avoir accès à des choses que l'industrie n'a pas forcément accès. Donc vous avez bien sûr le tableur, la présentation aussi, l'outil un petit peu comme les PowerPoint. Bon, pour l'instant, celui-là, je n'ai jamais utilisé, donc il faudra voir comment ça se présente. Après, donc il y a aussi bien sûr toute la partie historique, et la particularité, c'est aussi que vous pouvez l'exporter, et vous pouvez choisir en HTML ou en doc. Comme ça, ce n'est pas perdu, vous aurez la version finale de tout ce que vous avez travaillé à plusieurs pour l'enregistrer quelque part. Et on va juste regarder, alors le Kanban, ça c'est aussi un petit peu comme la prise de notes qu'on avait vue tout à l'heure. À faire, en cours, terminé. Vous pouvez mettre vos différents éléments et partager le lien pour qu'en fait, si vous avez un travail d'équipe à réaliser, chacun voit où il en est dans l'avancement des tâches. Voilà. Et on regarde encore la partie sondage. Voilà, donc ça c'est assez bien expliqué. Sondage. Libre à vous d'imaginer ce que vous avez à mettre comme sondage. On va continuer maintenant avec
Alors, attendez juste. La partie Prism Break d'abord. Donc en fait, Prism Break, c'est quoi? Depuis les révélations de Snowden en 2013, c'est un groupe de personnes qui ont mis en place des alternatives par rapport à tout ce qu'on connaît, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure. En fait, en 2013, Snowden a révélé au monde entier que Internet était mis sur écoute et toutes les métadonnées étaient archivées pendant au moins 30 jours. Donc les métadonnées, c'est quoi? Qui échange avec qui à quel moment? Donc si c'est par SMS, par WhatsApp, par la plupart des réseaux, Google, Skype, etc. Et en fait, tout ça, c'est retracé par la NSA et le FBI. Ils ont construit des tas de data centers pour surveiller en fait tout ce qui s'échange sur Internet. Donc les alternatives ont vu le jour. Il y a le réseau Tor, peut-être vous avez entendu parler. Tout ça s'est proposé, archivé par catégorie. Donc c'est un peu l'idée comme Framasoft l'a fait tout à l'heure, avec les services qu'on connaît qui sont propriétaires et les recommandations libres qu'on peut retrouver du côté droit. Et on peut trouver de très belles choses, de très bons outils en fait. Donc par exemple SyncThing pour la synchronisation des fichiers. Donc voilà, parfois ça peut être un peu technique, il faut essayer, il ne faut pas avoir peur, vous n'allez rien casser, vous allez juste découvrir des nouveaux outils et ça peut toujours être utile. Alors vous partez avec Internet, avec des connexions 4G et avec de super outils comme ça. En Europe, il y a 20 ans, on commençait avec Internet, avec les modems 56K, la connexion très lente. Et il n'y avait pas du tout tout ce genre d'outils. C'était encore les balbutiements. Et maintenant, on peut avoir des choses en place vraiment pour échapper à l'espionnage de masse que la NSA fait avec des outils comme ça. Par exemple, Tails, qui est un système d'exploitation complet, complètement différent de Windows qu'on a l'habitude. Ethercalc qu'on retrouve aussi, qui est aussi une instance du pad qu'on a vu avant. Donc je vous le montre vite fait. Donc voilà, on crée notre tableur. Donc l'outil principal, il est hébergé sur GitHub. Donc c'est là que repose le code source si on veut l'installer sur un serveur. Ah, bah, il ne s'ouvre pas, désolé. Et donc on retrouve aussi Mastodon et tous les services en fait qui peuvent être fédérés, on va les retrouver ici. Il y a aussi Nextcloud, je pense. Si on regarde bien, Nextcloud, il est là, voilà. Tac, tac, tac. Pour la vidéo et voix, il y a Mumble qui est très intéressant. Des extensions utilisées, recommandées qu'on a vues dans un autre atelier, donc uBlock Origin, Privacy Badger, Decentralize, on les retrouve ici. Je ne les ai pas inventées. Et voilà. Ensuite, dernière chose, donc encore des alternatives. C'est aussi plutôt anglophone en fait, une communauté de personnes qui se sont mis ensemble pour proposer des alternatives à Internet. Parce qu'en fait, vous voyez bien qu'avec Internet, c'est un Internet à plusieurs niveaux. Il y a celui-là que tout le monde connaît, avec Google, Apple, Facebook, Amazon, les outils que tout le monde utilise. Et après, une autre couche d'Internet, comme Tor, qui permet de découvrir d'autres choses, éviter la censure, et donc redécouvrir une décentralisation de l'Internet. Donc là, tous les outils sont aussi classés par catégorie. Tout ce qui est cloud, tout ce qui est collaborative éditeur, donc on a vu CryptPad, Etherpad, c'est toujours les mêmes outils qu'on retrouve. Pour s'échanger des messages, donc avec différentes technologies, souvent c'est du peer-to-peer, avec un mélange de fédération, donc il y a aussi des choses à découvrir par rapport à ça. Matrix, justement, peut-être vous connaissez Discord qui est propriétaire. Matrix, c'est en fait c'est riot.im, voilà. C'est ça cette application de messagerie qui utilise le protocole Matrix, qui est un protocole fédéré. Bon alors là, j'ai pas les accès. On va revenir ici.
Donc après, ça va même plus loin pour créer carrément des réseaux alternatifs au réseau HTTP que tout le monde connaît par Internet. ZeroNet, qui est carrément un réseau décentralisé et crypté, qui utilise la technologie Bitcoin et BitTorrent. DAT aussi. Donc si vous êtes un peu curieux, je vous laisserai aller sur beakerbrowser.com où vous avez un navigateur. Alors je l'ai peut-être installé. Non, je ne l'ai pas installé ici. Un navigateur qui fonctionne d'une autre façon, qui fonctionne en fait sur un Internet complètement décentralisé. Donc ce n'est pas l'Internet que l'on connaît habituellement, c'est un autre Internet et on accède au site des ordinateurs des gens directement en fait. Donc c'est aussi un projet très intéressant à découvrir. Voilà, on va revenir là. Des réseaux sociaux aussi différents qui fonctionnent d'une autre façon. Donc Mastodon qu'on a vu tout à l'heure qui a vraiment pris de l'ampleur en 2017 dans le microblogging. Et après d'autres qui ne sont même pas catégorisés tellement il y a deux projets. Donc prenez quelques minutes, regardez ce qui se fait et vous découvrirez d'autres choses, d'autres usages de l'Internet. Je vais y arriver. Donc moi j'en connais quelques-uns. Je ne peux pas tous vous les citer maintenant. En tout cas, ben voilà, j'espère qu'avec cet atelier, vous aurez appris des nouvelles choses et puis des nouvelles possibilités pour peut-être même en tant que journaliste faire utiliser des outils alternatifs. Il y a même des écoles qui apprennent à utiliser ces outils, à se former pour être des journalistes vraiment efficaces au monde de demain, pour pouvoir diffuser une information neutre, vérifiée, validée et éviter la censure parce que quand on dit la vérité, ça dérange et il y a toujours des gens qui ont la main sur ces plateformes centralisées qui peuvent dicter en fait ce qu'on peut suivre. Donc ça serait dommage de passer à côté, de ne pas dire la vérité justement et de se faire censurer parce que justement on a une vérité à dire, une vérité qu'on peut prouver avec des faits qui ne se reposent pas seulement sur des opinions. Donc utilisons ces outils qui nous permettent de partager tout cela. Ben, merci de m'avoir suivi. Moi, c'était un plaisir de vous former jusque-là. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre des choses. En tout cas, dans la dernière slide, voilà, je voulais encore revenir dessus. Je l'ai zappé. Je vous laisse mon adresse mail. Alors, en fait, elle est là. Pour me contacter, vous pouvez m'écrire et je serai très heureux de pouvoir lire vos messages et puis de vous répondre par ce biais-là. Et puis après, je vous dirai d'autres messageries plus sécurisées avec lesquelles j'ai l'habitude d'échanger, comme par exemple sur Wire et Telegram. C'est mes deux outils de messagerie préférés, plutôt que WhatsApp. En tout cas, merci à vous et très bonne continuation. Au revoir.